Bonjour à tous et bienvenue sur Matricule 007. Votre esprit subtil aura deviné le sujet principal de cette chaîne, James Bond et son univers. Parcourez ses aventures livresques et cinématographiques à mes côtés chaque samedi matin. Dans cette deuxième partie, je vais vous raconter les nombreux problèmes techniques rencontrés lors du tournage, mais surtout 3 nouveautés. Le pré-générique, la musique titre et les gadgets. Le tournage commence le 1er avril 1963 dans les studios de Pinewood par la séquence au cours de laquelle M confie sa mission à Bond. À partir du 3 avril et durant 2 jours, Lotte Lenya et Daniela Bianchi tournèrent la scène de l'entretien entre Rosa Klebb et Tatiana Romanova. Au même moment, la scène de la partie d'échecs opposant Cranston et McAdams fut tournée sur le plateau voisin. La scène suivante fut la rencontre entre 007 et Tatiana dans la suite nuptiale. Lotte Lenya n'étant disponible que pour une courte période, les scènes dans le yacht de Blofeld furent filmées les 10 et 11 avril. Après une pause durant le week-end de Pâques, la production filma la séquence de pré-générique les 16 et 17 avril dans les jardins derrière la maison de campagne Heatherdown Hall, autour duquel les studios de Pinewood ont été construits en 1932. Après le visionnage des rushs, quelques plans durent être repris en studio au mois de juin. Les autorisations de tournage validées, 70 membres de l'équipe se sont envolés pour Istanbul le matin du samedi 20 avril 1963. Ankara imposa 2 conditions, l'une étant d'habiller les Turcs à l'européenne, et l'autre que les combats des 2 gitanes soient tournés à Londres. Les autorités de la ville se méfiaient des caricatures. En guise de compensation, elles autorisèrent l'installation de caméras dans la basilique Sainte-Sophie pour la première fois. Les producteurs utilisèrent plusieurs décors naturels tels que la mosquée bleue, le Grand Bazar, le Bosphore et le palais de Topkapi. Les prises de vue y ont débuté le 22 avril avec l'arrivée de Bond à l'aéroport, suivi le lendemain avec les scènes jouées par Sean Connery et Daniela Bianchi sur le ferry de Kabata. Le tournage en Turquie va s'avérer chaotique et peuplé d'embûches. Primo, l'enthousiasme des autochtones va être étouffant. Young est contraint de demander à Peter Perkins, coordinateur des cascades, de faire diversion afin qu'il puisse tourner la scène de la gare avec Sean Connery. Perkins se suspend à un balcon au 3e étage d'un immeuble, simule un accident et crie à l'aide, attirant ainsi l'attention de la foule. Le tournage pourra reprendre calmement durant 1 heure. L'équipe de sécurité en profite pour dresser un véritable barrage que plus personne ne pourra franchir. Deuxièmement, l'équipe doit tourner une scène dans la bouche géante d'Anita Ekberg, sauf qu'une foule immense est déjà là depuis 3 heures du matin. Il faudra attendre la dispersion de celle-ci par la police avant de pouvoir reprendre le tournage. Tertio, Ian Fleming vient à l'improviste sur le tournage des rives du Bosphore. Il l'avait déjà fait lors du tournage de Dr No en Jamaïque. Que l'auteur du roman vienne n'est pas si gênant, mais la courtoisie fait perdre du temps à Young. Quarto. Les bateaux se révèlent trop lents, trop lourds, trop obsolètes. Lors du tournage de la course-poursuite en hors-bord, les bateaux ne vont cesser de caler. Après plusieurs heures de recherche, il s'avère que les techniciens ont rempli les réservoirs avec du kérosène au lieu d'essence. De plus, Daniela Bianchi souffre du mal de mer, l'actrice ne cesse de vomir. Conclusion, à la fin de la journée, après 14 heures de tournage, seules 30 secondes d'images sont utilisables. La séquence sera tournée plus tard en Écosse avec de nouveaux cascadeurs et de nouveaux bateaux. Parmi eux, Peter Twits, ex-pilote de la Royal Air Force, le premier britannique ayant dépassé le mur du son. Quinto. Des centaines de rats sont censés envahir les égouts de la citerne d'Istanbul lors de l'évasion de Kerim Bey, James Bond et Tatiana Romanova. Problème, la loi britannique interdit d'utiliser des rats sauvages pour ce genre de scène. Sitka loue donc des rats blancs qu'il recouvre de cacao pour leur donner une allure sauvage et rendre leur apparence plus dangereuse. Hélas pour lui, attirés par l'odeur sucrée, les rats se lèchent entre eux au point de faire disparaître le cacao. La scène sera finalement tournée à Madrid avec des rats sauvages capturés par des chasseurs espagnols. Pour la rencontre entre Bond et Tatiana, devant les caméras cachées du spectre, les 2 acteurs étaient censés être nus. Par respect pour leur intimité, Young demanda à toute l'équipe de quitter le plateau, ne gardant avec lui que le personnel essentiel, soit
un caméraman et un perchman. Finalement, Daniela portera un collant de couleur chair et Sean une serviette autour de la taille. L'équipe repart en Angleterre à la fin du mois de mai. Lors du tournage en Écosse, la mort prématurée du réalisateur a failli mettre fin à l'épopée. En filmant la course contre la mort de Bond et Tatiana à bord d'un hélicoptère, Terence Young et Michael White, son assistant artistique, sont victimes d'un accident. Une brusque rafale de vent a rabattu l'engin dans l'eau. Young réussit à casser la vitre en plexiglas du cockpit et à remonter à la surface. Revenu sur la terre ferme, il lance à Daniela « Heureusement, mes cigarettes sont sèches ». Young s'en tire avec une main et une jambe cassée, White avec quelques contusions et le pilote avec de sérieuses coupures. Une demi-heure plus tard, le tournage reprend. Le doubleur de Sean Connery se brûle la main gauche dans l'explosion de l'hélicoptère. L'équipe des effets spéciaux a aussi failli être arrêtée en essayant d'obtenir un hélicoptère sur une base aérienne locale. La scène a finalement été filmée avec un appareil miniature radiocommandé. Mais le conducteur était inexpérimenté et a failli tuer Sean Connery. L'Orient Express fut recréée en studio pour le tournage. Alors qu'elle ne dure que 2 minutes à l'écran, la lutte brutale entre James Bond et Donald Redcount à bord du train demanda 5 jours de tournage. Sean Connery et Robert Shaw réalisèrent eux-mêmes la majorité de la scène, sauf quelques passages pour lesquels ils furent doublés par les cascadeurs Bob Simmons et Jack Cooper. Les coups dans cet espace exigu furent chorégraphiés à la seconde près par Terence Young, ancien boxeur à Cambridge, et le coordinateur des cascades, Peter Perkins. La lutte fut filmée par petits bouts avec 3 caméras. Peter Hunt, le monteur, confère rythme et réalisme à la séquence en multipliant les plans et les inserts. Il fragmente la lumière pour ajouter du mystère et fait entendre le bruit des roues du train par la vitre cassée pour augmenter le stress du spectateur. D'autres complications vinrent s'ajouter en raison des réécritures du scénariste et la réalisation anticipée du montage alors que des scènes clés devaient encore être filmées, ce qui a entraîné une restructuration des scènes d'ouverture. Le briefing de Blofeld faisait partie des scènes réécrites et des répliques de Lot Lenya ont dû être refaites en utilisant le principe de la rétroprojection. L'équipe prit donc du retard sur le programme et dépassa le budget. Elle se battit pour achever la production à temps, la date de la première britannique ayant déjà été fixée pour octobre. Entre fin juillet et début août, Young a refilmé la scène de la suite nuptiale et celle de la première rencontre entre Cleb et Tatiana. L'équipe principale a terminé son travail le 2 août, mais le tournage a officiellement pris fin le 23 août avec la séquence de la poursuite en bateau. Les vedettes rapides à bord desquelles les agents du Spectre poursuivent Bond et Tatiana n'allaient pas assez vite à cause des nombreuses vagues et un bateau rempli de caméras a coulé dans le Bosphore. Les sons des bateaux qui explosent après la poursuite ont été remplacés en post-production car les originaux n'étaient pas assez bruyants. Les explosions ont été tournées à Pinewood, mais devenues incontrôlables, elles ont brûlé les paupières de Walter Gottel et blessé gravement 3 cascadeurs. Le calendrier du tournage fut dépassé de 40 jours. L'attaché-caisse fourni à Bond au début du film est le premier véritable gadget de l'agent. Il contient un fusil mitrailleur pliable avec lunettes infrarouges, les munitions du fusil, 50 souverains en or, un poignard et un gaz lacrymogène projeté à toute personne qui tenterait de l'ouvrir sans en connaître le système de sécurité. Il fait de la section Q un élément crucial de la série. D'autres gadgets sont visibles dans le film, tels qu'un détecteur de table d'écoute, un téléavertisseur, un pager, un appareil de photographie magnétophone, une montre contenant un fil d'acier et une lame à pointe empoisonnée cachée dans une chaussure. Les voitures sont tout aussi nombreuses et magnifiques. James Bond conduit une Bentley Derby 1933 décapotable. Moteur 6 cylindres, puissance 125 chevaux, vitesse de pointe 148 km/h. Elle doit son nom à la ville où elle a vu le jour. Alors que 007 fait une balade en barque avec Sylvia Trench, le téléphone sonne dans sa voiture. Le combiné est fixé au tableau de bord. Les agents bulgares conduisent une Citroën traction avant légère, moteur 4 cylindres, puissance 46 chevaux, vitesse de pointe 107 km/h. Lancée en 1934, elle est le premier modèle grand public à être doté d'une traction avant. Dans le film, elle est noire et immatriculée H31 354. Les méchants
poursuivre Bond qui se trouve dans la Rolls-Royce Phantom 3 de Kerim Bey. Moteur V12, puissance 180 chevaux, vitesse de pointe 148 km/h. Le véhicule fut produit en 727 exemplaires. Chacun d'eux pouvait être personnalisé au goût du client. Les producteurs n'ont pas voulu collaborer à nouveau avec Monty Norman et firent appel à John Barry pour composer la bande originale. En plus du célèbre James Bond thème, John Barry introduit ici le morceau 007, joué pendant la fusillade dans le camp gitan et lorsque Bond vole le décodeur dans l'ambassade russe d'Istanbul. La musique sera réutilisée dans Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois, Les diamants sont éternels et Moonraker. Barry l'a composé pour en faire un thème plus léger, enthousiaste et aventureux, afin de détendre le public. La chanson du film, composée par Lionel Bart, est interprétée en anglais par le chanteur britannique Matt Monro. En français, adaptée par Pierre Saka, elle est chantée par le suédois Bob Askloff. La chanson sera diffusée lors du générique de fin, et non au début, comme dans les films suivants. Le film achevé présente un vestige de la musique de James Bond 007 contre Dr No, supervisée par Monty Norman. La musique entendue après le lancement de la fusée dans Dr No est entendue dans Bon baiser de Russie pendant les attaques de l'hélicoptère et du hors-bord. Barry a voyagé avec l'équipe en Turquie pour essayer d'obtenir des influences de la musique locale, mais n'a finalement presque rien utilisé, excepté des instruments locaux tels que des cymbales à doigts pour donner une touche d'exotisme. Car il pensait que la musique turque avait un ton comique qui ne correspondait pas au sentiment dramatique des films de James Bond. À son retour, il déclara « Je n'avais jamais été dans un endroit pareil. Noel Rogers et moi nous rendions dans les boîtes de nuit pour écouter tout ce qui s'y passait. Nous avons passé une semaine des plus étranges et n'avons rien retenu, si ce n'est un tas d'histoires ridicules. » James Bond est traqué dans un labyrinthe végétal. Pris par surprise, il tombe dans une embuscade et est étranglé avec le fil de la montre de l'assaillant. La zone est illuminée, il s'agit d'un exercice d'entraînement pour une organisation dont nous ignorons encore l'existence. L'homme, qui est censé être Bond, n'est qu'une victime d'entraînement masqué. Le pré-générique est une idée de Salzman. Il est tourné de nuit dans les jardins de Pinewood, avec clair de lune, bosquets et statues en pierre. Clin d'œil parodique de Young au film d'Alain Resnais, sorti 2 ans plus tôt, l'année dernière à Marienbad, qu'il trouvait très prétentieux et abscon. Après visionnage des rushs, il a été convenu que la doublure ressemblait trop à Sean Connery lorsque son masque lui est retiré, et la révélation a donc été refilmée avec John Ketteringham, un acteur arborant une moustache. C'est le premier pré-générique de la franchise et le premier où l'on croit que Bond est mort. Cette idée revient dans Opération Tonnerre avec le cercueil aux initiales JB, il s'agit en fait des fausses funérailles du colonel Jacques Bouvard. Dans On ne vit que deux fois, Bond est tué au lit à Hong Kong avant qu'on comprenne que sa mort a été montée. Dans Les diamants sont éternels, c'est l'inverse. Bond tue l'ennemi au début, mais il s'agit d'un double créé par la chirurgie esthétique. Dans L'homme au pistolet d'or, on voit aussi un faux 007 sous la forme d'un mannequin. Dans Skyfall, Bond se fait tirer dessus et est présumé mort. Il survit cependant. Le graphiste new-yorkais Robert Brown-Jones s'attelle au générique. Ce dernier ne sert pas juste à exhiber des femmes dévêtues dans des postures sensuelles. Non, il distille également des informations sur le contenu du film. Ici, nous apercevons des danseuses du ventre, dont Ian Fleming raffolait, afin de nous faire voyager en Orient. Logique, puisque le film se déroule en grande partie en Turquie. Afin de projeter des lettres déformées sur le corps d'une danseuse, Brown-Jones se sert d'un simple projecteur de diapo et recrute 3 filles chargées d'onduler à volonté. D'ailleurs, vous remarquerez que les danseuses sont encore habillées, un peu moins que dans Dr No, mais des vêtements tout de même. Le film est présenté au public le 10 octobre 1963 à l'Odéon Leicester Square de Londres, à grand renfort de publicité. Il déchaîne les passions.
La représentation s'est déroulée en présence de nombreux acteurs et membres de l'équipe, dont Sean Connery, Daniela Bianchi, Robert Shaw, Terence Young, Harry Saltzman et Albert Broccoli. Ian Fleming a également assisté à la projection et a ensuite organisé une fête privée pour ses amis dans sa maison londonienne de Victoria Square. Bon baiser de Russie a été distribué en salle dans les grandes villes du Royaume-Uni dès le 13 octobre et s'est avéré incroyablement populaire, de nombreux cinémas ayant gardé le film pour une deuxième ou une troisième semaine. En raison de son énorme succès, le métrage a également été projeté pendant 3 semaines à l'Odéon Marble Arch, un cinéma de 2400 places, à partir du jeudi 17 octobre, devenant ainsi le premier film à avoir été projeté simultanément dans 4 cinémas du West End. Le succès du film a même entraîné des rediffusions de James Bond 007 contre Dr No dans de nombreux cinémas du Royaume-Uni vers la fin de l'année 1963. L'année suivante, Bon baiser de Russie est sorti dans 16 pays à travers le monde. La première aux États-Unis ayant eu lieu le 8 avril 1964 à l'Astor Theatre de New York. Le critique du New York Times termine sa chronique par cette phrase « Ne le ratez pas, allez-y, voyez-le et vous passerez un bon moment ». Les Français attendirent le 30 juillet 1964 pour assister à la projection de James Bond. Cette fois, les critiques se montrent moins exigeantes et apprécient sans réserve une histoire intéressante, bourrée de surprises, qui distribue beaucoup de plaisir aux spectateurs. Un article des Fiches du cinéma publié en 1964 écrivait « Ces aventures de contre-espionnage nous transportent dans un univers aux multiples aspects qui ne manquent ni de pittoresque, ni de cocasserie. Il y a un peu de tout dans ce cocktail d'émotions fortes, épouvante, suspense à la Hitchcock, exotisme. Des acteurs convaincus donnent tout leur dynamisme aux personnages hors série qu'ils incarnent. Notons la diversité et la beauté des décors, l'Europe orientale, Venise, que l'on traverse en train ou que l'on contemple à bord d'un hélicoptère. Le film a rapporté à l'échelle mondiale 78,9 millions de dollars, dont 24,8 millions rien qu'aux États-Unis. En France, Bon baiser de Russie a totalisé 5 623 391 entrées, dont 1 308 049 à Paris. Le film eut son lot de nominations et de récompenses. Il fut nominé au Golden Globe en 1965 dans la catégorie Meilleure chanson, ainsi qu'aux Laurel Awards dans les catégories Meilleur film d'action dramatique, il finit à la 2e place, et Meilleur second rôle féminin pour Lotte Lenya, qui finit à la 3e place. Le film obtint le British Society of Cinematographers dans la catégorie Meilleure photographie pour Ted Moore et un BAFTA Awards dans la catégorie Meilleure photographie britannique en couleur. Je vous remercie d'avoir visionné cette 2e partie de Bon baiser de Russie. La semaine prochaine, je casserai le mythe en vous indiquant les faux raccords et les incohérences du film. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.